Chers compatriotes, bonjour. Je voudrais, dans cette vidéo, vous expliquer mon choix de soutenir la candidature de Maître Akerenmouna. Et vous exhorter à ne plus rien attendre, à nous déterminer, à vous déterminer pendant que des gens qui sont mus exclusivement par leur petit calcul personnel tergiversent, expliquent pourquoi ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas se mettre ensemble autour d'une candidature de large consensus. Comme vous savez, ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à parler de la nécessité pour l'opposition d'œuvrer pour que ce qui nous fait échouer trouve solution. Je l'ai déjà dit, vous l'avez entendu plusieurs fois, chiffre à l'appui. Nous n'échouons pas parce que nous ne promettons pas aux Camerounais de construire les routes, de construire les écoles. C'est pas difficile à promettre. Paul Biya a toujours fait la même chose. Nous avons la capacité d'écrire des programmes où on propose de construire 40 000 kilomètres de routes, amener le ciel ici, créer un paradis. Ça n'a jamais été nulle part les éléments déterminants. Ce qui nous fait échouer aux élections, et nous avons déjà échoué à 17 élections, si vous comptez depuis le retour du multipartisme et les premières élections présidentielles, législatives, autant pour moi de 92, où l'UNDP de Bello Bouba avait eu 63 députés, l'UPC en avait eu 18, et au total, toute l'opposition avait eu 92 sièges. Le NDPC s'en était tiré avec 88 sièges seulement. Jusqu'à aujourd'hui, si vous comptez toutes les élections qui se sont succédées, et puis il ne faudrait pas oublier les élections régionales et sénatoriales qui sont apparues à partir notamment de 2013. Nous avons échoué à toutes ces élections. Je vous ai expliqué plusieurs fois que ce qui nous fait échouer, c'est que les gens qui votent contre le régime du président Biya ne donnent pas leur voix à une seule personne. Ces gens ne sont pas en nombre négligeable. Ils sont de catégories. Ils sont ceux qui votent contre le RDPC, mais en votant plusieurs candidats. Quelques-uns votent pour le SDF, quelques-uns votent pour l'UNDP, quelques-uns votent pour tel ou tel autre candidat. Et nos voix, c'est-à-dire les voix du changement, c'est-à-dire les voix de ceux qui ne veulent plus du RDPC, s'éparpillent. Finalement, chacun des candidats contre le régime reçoit une petite quantité de voix qui ne suffisent pas à passer devant le président Biya. Dans le camp du président Biya, il n'y a pas de discussion sur plusieurs candidatures. Le régime, c'est le RDPC et certains de ses alliés. Là-bas, il n'y a qu'un seul candidat. Tout le monde est d'accord qu'il y ait un seul candidat. C'est le président Biya. Donc, tous ceux qui veulent voter pour le régime, ils donnent leur voix au président Biya. Dans notre camp, le camp de ceux qui veulent renverser démocratiquement
le régime du président Biya, il y a plusieurs candidats. En 2011, ils étaient jusqu'à 23. Et c'est encore nous, même de l'opposition, qui avons abordé le régime pour dire que cette prolifération des candidatures n'est pas bonne pour l'image du pays. Vous avez vu, en 2011, on a eu des candidats comme Dieuga, Jean Dieuga, qui pendant toute sa campagne était la risée. Mais il n'était pas simplement la risée de lui-même. Il faisait honte à toute l'opposition. On lui demandait la superficie du Cameroun, et il riait, des choses comme ça. Et ça donnait l'impression que l'opposition, c'est ce genre de personnage. Nous avons discuté avec le régime et nous avons convenu de créer des conditions qui filtrent les personnes qui veulent être candidates à la présidence de la République. Tant il est que la fonction présidentielle ne peut pas être réduite à un amusement, qu'il n'est pas sain que n'importe qui se lève pour se prévaloir des capacités à diriger un pays. Chers compatriotes, diriger un pays est difficile. Tous ceux qui veulent vous faire croire que eux-mêmes considèrent que diriger un pays est évident, ce sont des menteurs. Diriger est très difficile. Quand vous voyez comment un monsieur comme Paul Biya, qui a commencé à participer à la gouvernance du pays en 1962, pour devenir lui-même chef de l'État en 82, pour échouer comme il a échoué, alors qu'il est l'un des bâtisseurs de cette fonction publique. Vous devez comprendre que diriger n'est pas facile. Donc, nous avons convenu de rendre un peu plus sélectif la candidature à l'élection du président de la République. On a commencé par augmenter la caution qui était de 5 millions, on l'a portée à 30 millions. Parce que à 5 millions, n'importe qui pouvait aller dans une réunion, dans une tontine, emprunter 5 millions de francs pour déposer payer sa caution. Surtout que le président Biya et son régime, eux, ils ont intérêt à ce qu'il y ait 36 000 candidats pour bien éparpiller le vote contestataire, c'est-à-dire le vote contre le régime. Et pour éparpiller ce vote, il faut rendre aussi les discours des candidats de l'opposition quasi inaudibles. Vous avez 36 000 discours. À la fin, personne ne sait plus de quoi il est question. Donc, cette prolifération des candidatures a un effet sur la dispersion des voix qui votent contre, qui s'expriment contre le régime du président. Mais un autre effet, c'est que cette prolifération des candidatures et cette multitude de discours de l'opposition entraîne le dégoût auprès de plusieurs inscrits sur les listes électorales, c'est-à-dire plusieurs électeurs, le dégoût d'aller même voter. Par exemple, en 2011, 23 candidatures, il y a eu près de 2 500 000 personnes qui ont refusé de venir voter. Ils ont refusé de venir voter. Et cette tendance à l'abstention n'a pas diminué d'élection en élection. Aux dernières élections législatives de 2020, il y a eu jusqu'à 3 700 000 personnes
qui se sont désintéressés de la chose politique, qui ont estimé que ça ne valait pas la peine. Et pourtant, tout ce monde qui refuse de prendre part au vote à cause de ce qu'elles ne comprennent pas ce que l'opposition dit. Elles ne comprennent pas ce que l'opposition veut. Elles ne comprennent pas pourquoi l'opposition n'arrive pas à parler d'une seule voix. Tant il est que l'objectif, c'est l'éviction du régime du président Biya. Un seul objectif, 36 000 ouvriers pour l'atteindre. Chacun faisant ce qu'il veut, chacun disant ce qu'il veut. Comment pouvons-nous réussir? Il est trivial, il est évident. Tout le monde comprend que nous ne pouvons pas réussir dans ces conditions-là. Donc, cette multitude de candidatures, il fallait faire quelque chose pour la diminuer. Parce que les acteurs politiques eux-mêmes n'ont pas les qualités morales qu'il faut pour comprendre que je suis certes un homme politique, je suis certes un chef de parti, mais je n'ai pas encore le niveau qu'il faut pour prétendre aller à la présidence de la République. Dès que quelqu'un crée un parti politique, il veut déjà aller à l'élection présidentielle. Tu n'as même pas encore conquis des sièges de conseiller municipal. Tu veux déjà aller à l'élection présidentielle. Tu as conquis seulement un siège. Tu veux aller à l'élection présidentielle. Face à Paul Biya, vous voyez ce que Paul Biya a comme soldat. S'il décide maintenant qu'il appelle tous ces gens à la bagarre, il vient avec à peu près 10 000 personnes. Quel est le parti d'opposition qui peut se mettre devant lui au moment où je parle? Le deuxième parti le plus grand, c'est l'UNDP, qui a 567 conseillers municipaux. Dans les conseillers municipaux là, il y a 17 maires dedans. Il a plus de 60 conseillers régionaux dans la région de la Damawa, ce qui lui a permis de contrôler la région de la Damawa. Il a 7 députés. Si vous mettez tous ces élus de l'UNDP ensemble, ça fait à peu près 600, disons même 700 personnes, face au RDPC, qui en a 10 000. Vous voyez le rapport des forces. Et cette UNDP, à qui je demande que l'on aille vers elle, pour qu'elle sorte de l'alliance avec le RDPC et qu'elle nous rejoigne dans la lutte pour le changement. Et les opposants refusent. Si vous prenez donc cette UNDP, vous la laissez dans le camp du président Biya, ça va faire à peu près 10 000 soldats du président Biya, puis 700 soldats que l'UNDP lui ajoute. Tout ça face, par exemple, au PCRN, qui a 206 conseillers municipaux. Voilà les soldats du PCRN. 5 députés, ça fait 211. Aucun sénateur, aucun conseiller régional. Donc si le PCRN de Cabral Libye veut lutter corps à corps avec le RDPC et son allié, l'UNDP, c'est à peu près 211 soldats du PCRN contre près de 11 000 soldats du régime. Est-ce qu'il peut battre?
il ne peut pas battre. Il ne peut pas gagner. Si vous enlevez le PCRN de Cabral Libye, vous prenez le SDF, qui a 185 conseillers municipaux, 4 maires. Dans les conseillers municipaux, là, il y a 4 maires. Puis, vous ajoutez les 5 députés du SDF. Je crois 1 ou 2 sénateurs. Ça fait à peine 200 personnes. Si on laisse le corps à corps, SDF contre le régime du président Biya, le SDF, Joshua aussi, viendra avec à peu près 200 soldats pour aller battre le régime qui lui a 11 000 soldats. Vous croyez que le SDF peut gagner? Il ne peut pas gagner. Je peux continuer comme ça en passant du plus grand parti après le RDPC, qui est donc le PCRE, puisqu'on considère que l'UNDP est dans le régime et qu'il ne faut pas s'approcher de l'UNDP. Pourtant, l'UNDP est un parti différent du RDPC. Les élus qu'il gagne là, il les arrache au RDPC. Et il sait les arracher plus que nous, puisqu'il est plus fort que nous tous. Tous les partis d'opposition réunis, mélanger leurs voix, atteignent à peine les voix de l'UNDP. La sagesse aurait voulu qu'on essaye de travailler avec l'UNDP, qu'on discute avec l'UNDP, quitte à ce qu'elle refuse de nous rejoindre. À ce moment-là, nous allons rendre compte au peuple. Mais ceux qui refusent le rapprochement avec l'UNDP, qui sont-ils? Que pèsent-ils? À bien voir les choses, pas grand-chose. Nous avons donc obtenu une modification du code électoral pour que n'importe qui ne se lève plus pour se présenter à l'élection présidentielle. Que ceux qui vont à l'élection présidentielle, qu'ils aient d'abord été aux élections municipales et législatives. En 2012, lorsqu'on a écrit le code électoral, il n'y avait pas encore les régions, il n'y avait pas encore le Sénat. C'est pour ça que, quand vous regardez les choses, nous avons dit, si quelqu'un veut aller à l'élection présidentielle, qu'il soit quelqu'un qui a déjà été à l'élection municipale et qui a gagné quelque chose. Que ce soit quelqu'un qui a déjà été à l'élection des députés et qui a gagné quelque chose. Plus tard, que ce soit quelqu'un qui a été peut-être à l'élection sénatoriale. Parce que vous savez que pour gagner l'élection sénatoriale, ce sont les conseillers municipaux qui votent. Pour gagner les régionales, ce sont les conseillers municipaux qui votent. Donc si tu n'as pas de conseillers municipaux, tu ne peux pas gagner les sénatoriales. Même si tu mets ta candidature, tu ne peux pas gagner les sénatoriales. Parce que les conseillers municipaux ne sont pas des simples électeurs. Eux, ce sont des électeurs des partis politiques. Ils ne vont pas laisser leur parti pour aller voter le parti de quelqu'un d'autre. Donc, celui qui gagne aux élections régionales, il va gagner parce que ses conseillers municipaux sont plus nombreux. Pour gagner aux élections sénatoriales, tu ne peux gagner que si tes conseillers municipaux sont plus nombreux que les conseillers municipaux de ton adversaire ou de tes adversaires. C'est d'ailleurs pour cela que l'élection des conseillers municipaux est devenue une élection essentielle. Donc, ce que je viens de vous dire vous montre que la prolifération des candidatures, c'est la route, la meilleure route pour échouer. Là, tel que je les vois faire, on va avoir au moins
au moins 6 candidatures. Mais c'est déjà même bien par rapport à 2011 et par rapport à 2018. En 2011, je vous ai dit, on était 23 candidats. En 2018, on a été 9. Peut-être que si Dieu nous aide, en 2025, il y aura moins de 9 candidats. Mais quand bien même il y a moins de 9 candidats, la vérité est que tous ces 9 candidats ne pèsent pas grand-chose dans l'échiquier politique. Ils n'ont pas de soldats pour combattre. Chacun pense qu'il va parler aux électeurs et les électeurs vont se ranger derrière lui. C'est pour ça, c'est connaissant ces choses-là, que j'ai pris le taureau par les cornes des années durant pour dire qu'il faut se mettre ensemble pour que nous choisissions l'un d'entre nous et que nous tous nous lui donnions nos forces en termes d'argent, en termes de ressources humaines, en termes de programme aussi, qu'on discute et qu'on obtienne un petit programme autour duquel nous tous, nous sommes d'accord. Parce que en 7 ans, vous ne pouvez pas changer le Cameroun en faire un paradis. Depuis que j'ai dit cela, qu'est-ce que vous avez vu? D'abord, des gens qui refusaient cette stratégie. Et qui, pour refuser cette stratégie, expliquaient que le problème, c'est le code électoral. Si on met le code électoral, à 2 tours, c'est terminé. On n'a pas besoin d'alliance. J'ai persévéré. Et quand tous ces bonimenteurs se sont rendus compte que leur discours sur le code électoral n'accroche personne, ils se sont ralliés à l'idée qu'il faut faire des alliances. Et puis, boum, chacun s'est levé pour faire son alliance. On voit des alliances qui se font autour de quelqu'un qui n'a aucun poids politique. Monsieur Kamto, il cherche à faire son alliance. Kamto, tu as combien de soldats que tu peux mettre devant le RDPC? Tu as combien de soldats? Le RDPC a 9300 conseillers municipaux. Tu peux opposer à ces 9000 conseillers municipaux du RDPC combien de conseillers municipaux? Aucun. Le RDPC a 156 députés. Tu peux opposer aux députés du RDPC combien de députés? Aucun. Le RDPC a environ 80 sénateurs sur les 100. Sans oublier que il y a 30 sénateurs que Paul Bianon, qui, parce qu'il les a nommés, lui doivent quelque chose. Donc, si vous prenez les sénateurs élus du RDPC, ils sont près de 80. Ils sont près de 80. Toi, Kamto, tu as combien de sénateurs à opposer aux sénateurs du... Parce que là, je prends je prends seulement le corps à corps. Soldats de Bia contre soldats de Kamto. Soldats de Bia contre soldats de Cabral Libi. Soldats de Bia contre soldats de Ossi, etc. Pour le moment, je suis sur le MRC. Kamto, tu as donc combien? Kamto a choisi lui-même de ramener son parti. En 2013, Kamto était aux élections. Il n'y a eu aucune discussion ici au Cameroun. Il s'est levé, il a présenté le MRC, qui venait d'ailleurs de naître aux élections. Il a eu 19 conseillers municipaux et 1 député. Si je vous montre les listes de candidatures du MRC en 2013, il y a 85 circonscriptions pour les élections législatives.
Le RDPC met les candidats dans toutes les 85 circonscriptions pour occuper les 180 sièges de l'Assemblée. Maurice Kamto, en 2013, a mis combien de listes? Il avait combien de candidats? Sur les 180 sièges, il avait combien de candidats? Que je vous donne le chiffre. Il n'avait pas 20 candidats. Le MRC, en 2013, n'avait pas 20 candidats aux élections législatives. Vous savez que j'ai les chiffres. Vous savez que dans la classe politique, là, je suis pratiquement le seul qui vient sur les plateaux de télévision avec les chiffres de chacun. Il n'avait pas 20. Donc, quand le RDPC cherche 180 sièges, en 2013, le MRC, lui, il cherchait à peine 20 sièges. Même si on lui donnait les 20 sièges là, il allait gouverner. Puisque pour gouverner, il faut avoir 91. La majorité absolue. Il n'avait pas ça. Mais il n'était pas seul. Laissons le MRC. Prenons le SDF. En 93, en 2013, l'avant-dernière élection législative et municipale, le SDF avait combien de députés? Le SDF avait 18 députés. Il avait combien de conseillers municipaux? À peine 500 dans tout le Cameroun. Là où il y a 10 636 conseillers municipaux, parce que dans tout le Cameroun, il y a 10 636 conseillers municipaux. En 2013, le SDF avait à peine 500 conseillers municipaux. Avant de diminuer, pour tomber à 185, là maintenant, comme je suis assis en train de parler là, le SDF a 185 conseillers municipaux. En 2013, en allant à ces élections, il pouvait battre le RDPC. Il ne pouvait pas battre le RDPC. Et à ce moment, il était le plus fort des partis d'opposition. Je peux continuer l'exemple. Cabral Liby est allé aux élections pour la première fois en 2020. Il a montré qu'il était brillant parce qu'il a pris un parti, le PCRM, que personne ne connaissait, qui était un parti qui est dans le sac d'autrui. C'est avec ce parti qu'il est allé aux élections. Il a eu 5 députés, 3 dans l'Union Ekele et 2 dans le littoral. Dans le littoral, là, c'est 1 dans la Sanaga maritime et 1 à Vouri-Est. Voilà ce qu'il a eu. Vous croyez qu'il a eu les 5 députés là pour rien? Vous croyez qu'il avait mis les listes à l'Est? Vous croyez qu'il avait mis les listes au Sud? Vous croyez qu'il avait mis les listes dans la Damawa? Vous croyez qu'il avait mis les listes au nord, à l'extrême nord? Vous croyez qu'il avait mis les listes à l'ouest? Vous croyez qu'il avait mis les listes au nord-ouest, au sud-ouest? Si je vous donne le nombre de candidats que Cabral Liby a présenté avec le PCRM aux élections législatives de 2020, ce n'était pas 30 candidats. Il n'avait pas 30 candidats. Ce n'est pas le RDPC qui l'a empêché de mettre les listes partout. Il a mis les listes là où il a des gens qui pouvaient aller aux élections et espérer gagner. Parce que le tout n'est pas d'avoir le parti. Il faut encore que le parti ait des gens capables d'aller aux élections. Si tu n'as personne à l'Est, tu vas mettre la liste avec qui? Tu vas payer l'argent de caution pour financer ensuite une campagne électorale pour des gens que toi-même tu sais qu'ils ne peuvent pas battre les gens du RDPC. Parce que les gens du RDPC, ils sont costauds. C'est les hommes d'affaires, c'est les fonctionnaires, c'est les anciens ministres, et patati et patata. Ces gens mettent les moyens, y compris les moyens pour acheter les consciences. Ce qui est illégal, mais ils le font. Et nous le savons. Parce que nous savons
cela, nous devons donc percevoir la difficulté qu'il y a à battre le RDPC. Cabral Libye n'avait pas 30 candidats. J'ai le chiffre exact. Ici, dans mes papiers. Il n'avait pas 30 candidats aux élections législatives. Il y a 360 communes au Cameroun. Il n'était pas présent dans 25 communes. Il n'avait pas les candidats dans 25 communes. Quand le RDPC a les candidats dans 359 communes, parce qu'il y a une commune où le RDPC a été débouté, la commune de Tikou. Donc le rapport des forces nous oblige à être humbles, à bien nous rendre compte que oui, Cabral Libye a un parti, mais ce parti ne peut pas battre le RDPC. Je vais vous expliquer autre chose. Les élections l'élection présidentielle va se tenir en octobre. Après octobre, les élections législatives et municipales vont se tenir en février 2026. Tel que je viens de vous présenter la situation, en 2026, à supposer que nous gagnons l'élection présidentielle en octobre, il va falloir en 2026 que le président qui gagne, le nouveau président, qu'il ait le plus grand nombre de députés à l'Assemblée, qu'il gagne les élections sénatoriales. Pour gagner les élections sénatoriales, il faut avoir le plus grand nombre de conseillers municipaux dans tout le pays. Puisque vous êtes dans des partis incapables de présenter suffisamment de candidats aux élections législatives, vous n'allez pas gagner les élections législatives de 2026. Je peux déjà le prédire. Maintenant, Cabral Libye a 5 députés. Vous qui m'écoutez, certains vont dire, parce que comme on n'aime pas la vérité, certains vont dire, oui, Libye parle ci, parle ça. Mais tu peux passer de 5 députés à 91. Parce que pour prendre la majorité absolue à l'Assemblée, il faut gagner 91 députés. Pour gagner 91 députés, il faut présenter au moins 150. Parce que tu ne vas pas gagner partout. Il faut présenter au moins 150. Quelqu'un qui n'a présenté que 22 ou moins de 30 candidats en 2020, en 2025, il va présenter 150. La caution de chaque député, c'est 1 million. Il va avoir 150 millions pour présenter les candidats sur 150 sièges. Nous tous, nous aimons bien le jeune Cabral Libye. Mais ne nous mentons pas. Ayons le courage de regarder froidement les capacités de chacun. Ce sont nos enfants, ce sont nos camarades. Nous les aimons. Ils sont dans la lutte. Nous ne voulons pas qu'ils échouent. Je ne veux pas qu'ils échouent. Parce que leur échec, c'est mon échec. Je suis dans la lutte, ça fait 40 ans. Je ne fais que échouer. Je veux que quelqu'un au moins gagne. Mais est-ce que cela m'empêche de regarder froidement ce que vaut chacun et ce que chacun a comme moyen? On ne présente pas les candidats aux élections législatives avec la bouche. On les présente avec les militants capables de mettre le dossier avec 1 million de francs de caution d'abord, avant de financer la campagne électorale. Quand vous avez commencé avec 20 candidats en 2020, ou 22, ou 30, en 2025, 5 ans après, vous pouvez présenter 150 candidats
pour espérer gagner 91 et prendre la majorité à l'Assemblée. Quand vous avez gagné 5 communes sur 360, vous avez gagné 206 conseillers municipaux sur 10 636 en 2020, 5 ans après. Vous pouvez gagner 5 000 conseillers municipaux. Vous pouvez passer de 206 à 5 000. Vous pensez que c'est possible humainement pour un parti qui a commencé à 206, 5 ans après, il gagne 5 000 conseillers municipaux pour gagner les sénatoriales? Il va faire ça comment? Il ne peut pas. Je ne vais donc pas passer sur les autres. Parce que Kabal Libi est plus fort que aussi. Aussi est plus fort que Patricia Ndamjoya de l'UDC. Puis viennent tous les autres. Jean-Blaise Ogwet avec 3 ou 2 conseillers municipaux. Kwemo, 50, 60, quelque chose de conseillers municipaux. Lui n'est même pas candidat, donc ne parlons pas de lui. Tous les autres qui sont candidats là ne sont pas forts. Donc, si nous gagnons l'élection présidentielle d'octobre, on va avoir un défi extraordinaire. Il faut aussi gagner les élections législatives de 2026. Et c'est en allant en rang dispersé, en nous attaquant les uns contre les autres. Parce que quand on est en rang dispersé là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la commune de Douala 5, tu as le RDPC qui sera candidat, mais tu auras le SDF qui sera candidat, tu auras le PCRN qui sera candidat, tu auras l'UPC qui sera candidat, peut-être même il y aura 3 UPC qui seront candidates. Qu'est-ce que cela va donner? Cela va donner que Kabal Libi va d'abord chercher à vous démontrer que le SDF n'est pas bon, que l'UPC n'est pas bien, que c'est lui qu'il faut voter. Le SDF va faire la même chose. Il va chercher à vous montrer que à Douala 5, c'est lui qui est bien. Il ne faut pas voter le MRC. Il ne faut pas voter Kabal Libi. Il ne faut pas voter l'UPC. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va se combattre d'abord mutuellement entre nous, avant même de nous attaquer véritablement au MRC, au RDPC. C'est ça la conséquence d'avoir plusieurs listes de candidatures en face de la liste du RDPC. Et là, même la Bible nous dit quelque chose. Je vous ai gardé ce morceau dans Galates, dans le livre de Galates. Dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 15. Les chrétiens de Galates se rivalisaient entre eux. Et Paul leur dit, mais si vous continuez à vous mordre et à vous dévorer les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez anéantis les uns par les autres. Donc, dans cette configuration que je suis en train de décrire, ce n'est pas le RDPC qui nous bat. C'est nous-mêmes qui nous battons. C'est nous-mêmes qui nous anéantissons les uns les autres. Et le RDPC, lui, récupère simplement le bénéfice en gagnant les élections. Donc, l'unité que j'appelle à l'élection du président ne s'arrête pas à l'élection du président. Parce que si nous gagnons l'élection du président et que le RDPC gagne l'Assemblée nationale, gagne le Sénat, qu'est-ce que les principes démocratiques vont nous obliger à faire? Eh bien,
notre nouveau président va être obligé de désigner un premier ministre dans le rang du RDPC. Puisque le premier ministre, selon la Constitution, est responsable devant l'Assemblée, devant le Parlement. Le Parlement peut enlever le premier ministre. Le Parlement peut voter la motion de censure. Le Premier ministre il démissionne. Si nous on a donc un président issu de nos rangs de l'opposition, mais le RDPC a la majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat, le président sera obligé, notre président sera obligé de nommer un Premier ministre qui vienne du régime RDPC. Et nous serons là dans une crise politique. Parce que notre président, il doit gouverner selon son programme. Mais parce que le RDPC a gagné le Parlement, c'est le RDPC qui gouverne. Ça va se passer comment? Ça va se passer comment? Nous sommes déjà dans une crise. Le président, nouvellement élu, si Dieu nous accorde la chance, sera obligé de dissoudre le Parlement pour essayer de recommencer les élections. C'est-à-dire qu'on est donc dans une configuration où, en 2026, à peine, on aura fait les élections législatives, municipales, sénatoriales, régionales, que le chef de l'État, nouvellement élu, va dissoudre tout ça pour recommencer de nouvelles élections, pour espérer gagner la majorité. Mais quand vous allez à l'élection, vous pouvez gagner, vous pouvez perdre. Et si on dissout et on perd de nouveau, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, la situation politique qui se présente là, élection présidentielle en octobre 2025, élection législative et municipale en février 2026, est une situation d'une complexité qui doit nous interpeller. Le tout n'est pas de chasser Biya. Le reste, c'est de gagner, de battre le RDPC dans les communes, à l'Assemblée nationale, au Sénat. Vous voyez donc pourquoi, depuis le début, je vous dis, c'est l'unité. Mais comme les gens peinent à être humbles, les gens peinent à reconnaître ce qu'ils sont. Vous avez vu, j'ai laissé cette affaire de candidature de large consensus que les partis politiques doivent faire. J'ai laissé ça. Parce que à peine j'ai voulu commencer ça, que tout le monde est rentré dedans avec chacun son plan et son fonds de commerce. Olivier Billet, N'Djamène et consorts s'en vont, ils créent l'ATP, Alliance pour une transition pacifique. Tu demandes à N'Djamène, qu'est-ce qu'il y a dedans? Quels sont ceux qui sont là-dedans? Il n'y a pas plus de 5 partis là-dedans, même pas 3, 4. Au départ, il y avait Univers, il y avait PCRF, il y avait Olivier Billet lui-même, il y avait N'Djamène. Vous faites donc une alliance comme ça, où tout le monde veut être candidat, mais tout le monde n'a pas les capacités à être investi. Dans cette alliance-là, il n'y avait que Univers et le parti de Kabla Libye qui pouvaient investir. Mais, N'Djamène, Olivier Billet, quand vous les entendiez s'exprimer, c'était qu'ils vont faire les élections partielles. Ça veut donc dire qu'ils peuvent aller aux élections partielles et N'Djamène gagne. Si N'Djamène gagne, qui va l'investir? C'est Cabral, le parti de Kabla Libye qui doit investir N'Djamène. Si N'Djamène ou bien si Olivier Billet gagne, puisque le parti de N'Djamène ne peut pas investir, il n'a pas d'élu. Il n'était même pas encore créé quand les élections de 2020 se déroulaient. Si c'est Olivier Billet qui gagne, dans leur soi-disant primaire qu'ils voulaient faire dans les réseaux sociaux,
Si c'est Olivier Billet qui gagnait, qui allait l'investir? Son parti, les libérateurs. C'est ce parti qui s'appelait UFP avant. C'est ce parti-là qui allait l'investir. Il ne peut pas investir. Qui allait investir alors? C'est pour ça qu'un coup Vondre est parti de cette affaire. Cabral Libi est parti de cette affaire. Et cette affaire est morte d'elle-même. Mais pendant qu'elle mourait d'elle-même, Nietzsche et Kanto fabriquent l'APC, Alliance pour le changement. Kanto, et tu peux investir un candidat? Non, tu ne peux pas investir un candidat. Le MRC ne peut pas investir un candidat. Si le MRC veut investir un candidat, il faudra à ce candidat qu'il ait en plus 300 signatures. Nous tous, nous le savons. Kanto le sait du fond de son cœur. Son allié, Nietzsche, le sait du fond de son cœur. Nietzsche vient du SDF, où il a été élu. Il savait dans le SDF qu'un parti a des élus, qu'il n'était pas aux élections pour avoir des élus. Demandez ça à Nietzsche. Que tout le temps que tu as passé dans le SDF, tu as un jour su qu'un parti ne part pas aux élections. Et il a les élus. Tu as su ça seulement maintenant que tu es parti du SDF. Parti allié à quelqu'un dont la caractéristique principale est de développer des polémiques partout, de marcher dans le désordre. La Bible parle des gens qui marchent dans le désordre. Dans le livre de Thessaloniciens, chapitre 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 6, la Bible nous met en garde. Elle nous met en garde. Elle nous met en garde. Et la Bible ne ment pas. Et quand je parle de la Bible, j'aurais pu parler de Socrate. J'aurais pu parler d'Aristote, de Saint-Augustin, des philosophes aussi bien du Moyen-Âge que de l'Antiquité, que des philosophes contemporains et patati patata. Je parle de la Bible parce que c'est un livre que vous avez chez vous. C'est un livre sacré. Sur les millions de Camerounais qui sont chrétiens, peut-être presque chacun a la Bible chez lui. Chacun de vous n'a pas le livre du Père Vin ou bien de Jean-Marc Ella chez lui. Donc j'ai choisi de parler avec des connaissances que vous avez. C'est pour ça que je me réfère à la Bible. Je n'ai pas envie de vous prouver que je connais trop. J'ai envie de vous parler un langage simple que vous comprenez. Vous êtes des croyants. Que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, notre pays a plus de croyants qu'il n'a des athées. La Bible dit, dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 6, c'est Paul qui parle aux Thessaloniciens. Il leur dit, nous vous ordonnons, frères, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui marche de manière désordonnée et non selon la tradition que vous avez reçue de nous. La tradition que nous avons tous reçue, c'est que tu as des élus si tu vas aux élections. C'est Kanto Zongang qui a organisé la fraude contre John Fondi, que lui-même a reconnu à la télé que c'est moi qui ai organisé la fraude. Je ne sais pas s'il dit la vérité ou s'il ment. Parce qu'il y en a qui cherchent à se rendre célèbres et qui pensent qu'avec des actes de cette nature, ils vont occuper la une. Mais de toutes les façons, quand un homme politique vient à la télé assumer une responsabilité de cet ordre, que c'est lui qui a organisé la fraude, à ce moment en 92, il était encore dans le RDPC.
Il a même cité les gens avec qui ils ont fait la réunion. Ils ont posé la question, devons-nous laisser Froundi prendre ce pays? Ils n'ont pas dit à ce moment que le peuple est souverain. La souveraineté du peuple à ce moment ne les intéressait plus. Et à l'unisson, selon Zongan, qui nous raconte à la télé, tous ceux qui étaient à cette réunion ont dit non, il ne faut pas laisser Froundi. Donc, c'est ce groupe de Zongan et compagnie qui décide du destin de ce pays. C'est le même Zongan aujourd'hui qui parle de souveraineté en parlant du mandat impératif. Le peuple est souverain. Donc Zongan sait que le peuple est souverain. Zongan, il sait que le peuple est souverain et il va s'asseoir dans une réunion pour empêcher que ce que le peuple souverain a décidé ne se réalise. C'est ce monsieur allié à Kamto, allié à Nietzsche, 2 fois élu. Nietzsche a son 3e mandat, donc élu 3 fois. Nietzsche, dans sa tradition politique qu'il a, pour laquelle on prétend qu'il se bat depuis, il sait que tu ne pars pas aux élections, mais tu as les élus. Nietzsche, c'est ça. La Bible nous dit de nous éloigner de tout frère qui marche de manière désordonnée et non selon la tradition reçue. La tradition reçue, c'est que ce que nous tous nous savons, c'est que tu vas aux élections, tu gagnes des élus. Ces élus-là sont tes représentants dans la Chambre. C'est aujourd'hui que moi, à 60 ans passés, Monsieur Kamto, Zonga, Nietzsche et toute la compagnie qui les accompagne nous apprennent que tu peux être absent des élections, puis tu as des élus parce que tu es parti recruter les élus des gens qui étaient aux élections. Et si ces gens-là n'étaient pas allés aux élections, tu recruterais donc qui? Tu vas recruter Tchapi, Lavoisier du SDF. Mais si le SDF n'était pas allé aux élections, tu aurais recruté qui? Tu vas recruter X ou Y qui vient de tel ou tel autre parti. Tu n'es pas allé aux élections. Tu avais besoin de députés et tu n'es pas allé aux élections. Tu avais besoin de conseillers municipaux et tu n'es pas allé aux élections. Si tu n'es pas allé aux élections, le raisonnement le plus simple, c'est que tu n'avais pas besoin de conseillers municipaux. Tu n'avais pas besoin de députés. C'est pour cela que tu as produit toi-même des vidéos où tu dis que tu sais que tu n'auras pas d'investiture. Il n'y aura personne pour t'investir. Tu l'as dit, c'est sorti de ta bouche, Kamto. Écoutez cette vidéo de Kamto. Le MRC est pleinement conscient que faute pour lui de prendre part au scrutin à venir, il ne pourra pas, dans les conditions du code électoral en vigueur, présenter un candidat à un prochain scrutin présidentiel, la loi électorale exigeant que tout candidat à une telle élection soit présenté par une formation politique ayant au moins un élu, à défaut qu'il rate la nature de personnalité dont on sait qu'elles sont pour lesquelles inféodées au régime. De même, le MRC est conscient que, faute d'avoir des conseillers municipaux, il ne pourra pas présenter des candidats à d'éventuelles élections sénatoriales et régionales dans les conditions actuelles. Pourtant, malgré ces constats cruciaux, le MRC a décidé de ne pas prendre part aux élections législatives et municipales
du 9 février. C'est pas quelqu'un d'autre qui parle. Mais c'est important de noter autre chose. Dans ce désordre, en 2000, les élections législatives et militaires, c'était en 2020. En 2020, tout le monde était en droit d'attendre que les prochaines élections soient en 2025. C'est en 2019 que Kamto décide qu'il n'ira pas aux élections. Décembre 2019, au moment où il faut déposer les listes de candidatures. À ce moment-là, Kamto fait son discours, cette vidéo que vous venez d'écouter. Il dit là-dedans qu'il sait que en boycottant les élections de 2020, le MRC ne pourra pas investir un candidat à l'élection présidentielle. Quelle élection présidentielle? Celle de 2025. Donc, quand on savait déjà qu'il n'y aura pas d'élection municipale et législative en 2025, il le savait comment? On est en 2020. Tout le monde sait qu'on va faire les élections en 2020, législatives et municipales, et les prochaines élections, ça sera en février 2025. Comment Kamto savait-il à ce moment-là qu'il n'y aura pas d'élection en 2025 pour qu'il puisse reconstituer la capacité du MRC à investir, pour ensuite accepter qu'il n'y aura pas d'investiture d'un candidat du MRC en 2025? C'est très compliqué. Ça montre qu'il y avait un autre complot. Kamto ne refusait pas simplement d'aller aux élections de 2020. Il savait que Paul Biya a la capacité à manipuler le calendrier électoral. Paul Biya l'avait déjà fait. Les élections qu'on était en train de faire en 2020, c'était des élections municipales qu'on a renvoyées en arrière. Elles devaient se tenir en 2018. Donc Kamto savait que en refusant d'aller aux élections de 2020, il n'est pas sûr qu'il y aura élection municipale en 2025. Il le savait. Nous tous, nous le savions. Qu'on peut arriver en 2020, on fait les élections, le mandat se termine en 2025 pour les législatives et municipales, et en 2025, le président dit que les élections ont lieu plus tard. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait. Comment Kamto en 2019 préjuge déjà de ce que les élections n'auront pas lieu en 2025 et alors le MRC ne pourra pas investir. Vous voyez, le comportement de M. Kamto est extraordinaire. J'ai jamais vu ça de toute ma vie politique. Je n'ai jamais vu ça. Un homme aussi ambigu. Ça nous amène à comprendre que nous n'avons rien à attendre encore à ceux qui s'agitent là en faisant semblant de chercher comment faire pour faire une candidature de consensus. Imposons-leur un consensus. C'est pour ça que pendant des années, je vous dis que le problème du Cameroun, c'est son instabilité. Nous sommes un pays en guerre. Cette guerre, c'est les anglophones qui la font. Ils la font pourquoi? Parce qu'ils veulent partir. Ils veulent aller faire leur état à eux. Parce qu'ils ne se voient plus dans l'état actuel tel qu'il marche. Ils sont marginalisés. Ils le disent. Cette guerre, ce n'est pas une guerre parce qu'on n'a pas construit les routes. Non. C'est une guerre parce que notre pays a deux communautés qui l'ont constituée. La communauté des Camerounais qui ont connu la colonisation française. Ils existent. C'est eux que nous appelons les francophones.
Vous les connaissez. Il y a la communauté des Camerounais qui ont connu la colonisation britannique. D'où vient-il que certains hommes politiques, pour nier les évidences, posent la question de savoir, oui, mais qui est anglophone? Vous, qui m'écoutez là à la maison, vous pouvez poser la question, mais qui est francophone? Vous pouvez poser cette question. Il faut être de mauvaise foi. Comme ceux qui disent qu'ils n'étaient pas aux élections, mais ils ont des élus. C'est la mauvaise foi. C'est la même mauvaise foi qu'on retrouve chez ceux qui, quand on leur fait voir les injustices qui ont cours dans la vie politique et qui ont produit les conditions de cette guerre qu'il y a au nord-ouest, au sud-ouest, ils disent oui, mais qui est anglophone? Pour moi, et je voudrais que vous soyez avec moi, nous, vous et moi, nous savons qu'il existe au Cameroun des anglophones. Nous savons qu'il existe au Cameroun des francophones. Ce sont aujourd'hui les descendants de ceux de nos parents qui ont connu ces deux types de colonisation. Parce qu'il en est ainsi et que nous constatons que depuis que nous nous sommes réunifiés en 61, c'est les francophones qui gouvernent. André-Marie Mbida en 1958, premier chef de gouvernement camerounais, il est francophone. Il passe le pouvoir à Ahidjo. Il ne lui a pas donné le pouvoir volontairement. Ahidjo a fait un coup à l'intérieur du Parlement, de l'Assemblée législative de l'époque, avec l'aide des Français, qui ont donné 200 000 francs à chaque député pour voter contre André-Marie Mbida. Vous voyez, la corruption, là où elle a commencé. On a renversé donc André-Marie Mbida. Le pouvoir est allé au nord. Le président Ahidjo a exercé le pouvoir jusqu'en 82. Qu'est-ce qui, selon vous, peut justifier que le président Ahidjo n'ait pas donné le pouvoir à un autre nordiste? Il aurait pu le faire. Il ne l'a pas fait. Il a réenvoyé le pouvoir ailleurs. Il a fait circuler le pouvoir. La rotation du pouvoir. Le pouvoir est allé au sud. Si je demande, si je vous invite à vous mobiliser pour que le pouvoir continue donc à marcher, comme il a commencé à marcher à la naissance de notre pays, le pouvoir marche. Il était au centre, il est monté au nord, il est descendu au sud. Qu'il aille ailleurs. Vous allez dire non. Vous allez dire non. Vous allez dire non. Vous ne pouvez pas dire non. Si vous bloquez le pouvoir au sud, nous sommes dans l'injustice. Parce que vous empêchez le pouvoir qui marche depuis toujours de continuer à marcher. C'est pour ça que je dis qu'il y a une injustice à l'endroit de la communauté anglophone qui depuis 60 ans n'est pas associée aux principaux leviers du pouvoir. Vous doutez? Qui doute de ce que je dis? Au moment où je suis assis devant vous en train de faire cette vidéo, le président de la République est francophone. Le président du Sénat est francophone. Le président de l'Assemblée nationale est francophone. Le président du Conseil économique et social, que beaucoup d'entre vous ne connaissent même pas parce que cette institution est pratiquement morte. Mais le président du Conseil économique et social, Ayang Luc, il est encore vivant, il est à l'extrême nord, il est francophone. Le président de la Cour suprême est francophone. À l'intérieur de la Cour suprême, le président de la Chambre administrative de la Cour suprême est francophone. Le procureur général de la Cour suprême est francophone. Le président du Conseil constitutionnel est francophone.
Vous ne trouvez pas que cette façon de distribuer les leviers du pouvoir peut entraîner un malaise chez les anglophones? Que nous dit la Bible dans Proverbes chapitre 14, verset 34? La justice est ce qui élève une nation. La justice, dans le sens de les choses justes, c'est elle qui élève une nation. Donc, pour donner une chance à la paix, pour donner une chance au Cameroun de parvenir à mettre un terme à cette guerre, qui est une guerre de mécontentement politique, il faut supprimer cette injustice en donnant le pouvoir aux anglophones, pour que eux aussi, ils gouvernent. Comment croyez-vous que cette communauté sera à l'aise dans l'attelage que nous avons réalisé en 1961 par le référendum qui a permis à la partie anglophone de rejoindre la partie francophone? Vous croyez que cet attelage peut tenir pendant toute la vie avec des présidents francophones seulement, avec des francophones qui occupent tous les ministères? Ça ne peut pas aller. Ça n'ira même pas. Ça a déjà produit la guerre. Et cette guerre risque de s'intensifier si, à l'issue de ces élections, nous remplaçons Biya par un autre francophone. Ce sera un message pour les anglophones, comme quoi nous ne sommes pas prêts à les considérer comme partie intégrante de la nation camerounaise. C'est pour cela que depuis plus de 5 ans, je n'arrête pas de dire qu'il faut se préparer. Les élections de 2025, l'élection présidentielle de 2025 n'est pas une élection comme les autres. C'est l'élection à l'occasion de laquelle nous, les francophones, nous devons exprimer notre attachement à nos frères anglophones, comprendre leur mécontentement et, à partir de notre vote, leur envoyer un message d'amour, un message de considération qui fera que nous votions pour un anglophone. Démocratiquement, agissons pour qu'un anglophone aussi arrive au pouvoir. Vous voyez, pendant qu'il y a des dizaines et des dizaines de candidatures de francophones, aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, il n'y en a que 2 qui sont anglophones. Ça traduit quelque chose. Ça veut dire que dans la communauté anglophone, on n'y croit pas. C'est pour cela que je vous demande de vous mobiliser, de venir, de voter ensemble et massivement pour que la justice soit faite à l'endroit de la communauté anglophone. Si nous votons pour un anglophone, ce sera un message de consolation. Ce sera un message envoyé à la communauté anglophone. C'est un message de reconnaissance du sacrifice que nous, francophones, nous reconnaissons le sacrifice fondateur que Salomon Tandé Mouna et Diongo Foncha ont fait en 61. Vous le savez, ce sont ces 2 patriarches qui ont mis les mains dans le feu pour que la partie anglophone n'aille pas au Nigeria. Parce que la partie anglophone du Nord était déjà partie au Nigeria. Que la partie anglophone du Sud, ce que nous appelons aujourd'hui le Nozo, n'aille pas au Nigeria. Mais que cette partie ne soit pas non plus un autre État indépendant. Si ces gens avaient voulu un État, que
le nôtre d'aujourd'hui soit un État indépendant, ils auraient obtenu ça. Foncha, Salomon Tandemuna, c'était des vrais patriarches charismatiques. Mais ils savaient que anthropologiquement, les peuples du nord-ouest et du sud-ouest n'ont aucune racine au Nigeria. C'est pour ça qu'ils ont pris le taureau par les cornes et ont rejoint Ahidjo dans la constitution de ce Cameroun dont tout le monde semble être fier, mais tout le monde veut écarter les anglophones de la conduite des affaires. 2025, c'est une élection où nous devons laisser apparaître la vérité et qu'elle triomphe. C'est pour ça qu'au moment où le Cameroun est malade, il est profondément malade. Il est malade de la corruption. C'est elle qui entrave tout. Il n'y a rien que vous puissiez faire dans un État corrompu au niveau où le Cameroun est corrompu. Pour ça que j'ai dit que les partis politiques, après tout le spectacle désolant, les faiblesses qu'ils affichent, allons chercher dans la société civile. Allons chercher la réserve de ressources humaines qu'il y a dans la société civile. Où il y a des hommes qualifiés qui ne sont pas dans des débats idéologiques, qui peuvent participer à la reconstruction d'une nation équilibrée, juste, où chacun reste à sa place, chacun joue sa partition. C'est pour ça que j'ai décidé de soutenir Akeremouna. Akeremouna, il n'est pas dans les clivages politiques. Il ne s'est jamais battu pour que son parti soit le plus fort par rapport à tous les autres partis. Il n'a pas de parti. Mais étant dans la société civile, depuis plus de 25 ans, il travaille pour la lutte contre la corruption. C'est un homme avisé. C'est un homme de grande expérience qui a parcouru le monde dans le cadre d'une ONG Transparency International, qui est une ONG finalement du système des Nations Unies pour la lutte contre la corruption. Je pense que nous avons une grande chance de faire en sorte que la reconstruction du Cameroun puisse se faire en commençant par la pacification du nord-ouest et du sud-ouest, la fin de la guerre. Je reviendrai pour continuer à vous parler de l'élection et de la nécessité pour nous de nous mobiliser autour d'Akeremouna. Bonsoir.